La souveraineté alimentaire en question. Un podcast de la revue Grain de Sel qui décrypte les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel chemin ? Quelle voie ? Du Sénégal au Burundi, nos 13 épisodes racontent des luttes, des stratégies, des choix concrets pour nourrir autrement les territoires. Une série produite par Interréseau Développement Rural, réalisée en partenariat avec Inades Formation. Bienvenue dans Grain de Sel, le podcast qui explore les chemins de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Un concept politique et émancipateur qui défend le droit des peuples à décider de leur agriculture, de leur alimentation et à protéger leurs ressources face à l'emprise des multinationales et aux contraintes imposées par les règles du commerce mondial. En 2025, il y a de quoi avoir le vertige. Plus de 46 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et au Sahel sont en situation de crise alimentaire. Une insécurité alimentaire qui s'aggrave dans un contexte de bouleversement profond. Dérèglement climatique, épuisement des sols, effondrement des aides au développement et tensions géopolitiques croissantes. Mais que signifie réellement cette souveraineté alimentaire ? Peut-elle répondre durablement aux crises actuelles ? Pour ce premier épisode de Grain de Sel, nous vous proposons de décortiquer le concept de souveraineté alimentaire avec 3 spécialistes de la question pour mieux comprendre ses fondements, définitions et controverses. Nous accueillons Raffaele Morgantini, chargé de plaidoyer au CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde, une organisation active à l'ONU basée en Suisse. Mamadou Goïta, socio-économiste et directeur exécutif de l'IRPAD, l'Institut de recherche et de promotion des alternatives au développement en Afrique, basé au Mali. Et Pierre Janin, géographe et directeur de recherche de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, basé en France. Une édition spéciale de notre revue semestrielle, pour la première fois déclinée en version audio. À ce micro, Laurent Kenum et moi-même, Caroline Dublé, tous deux journalistes et chargés de mission à Interréseau. Dans ce premier épisode, nous vous emmenons aux origines d'un concept forgé dans les luttes au cœur des années 90 par un mouvement devenu emblématique, la Via Campesina. On commence donc cet épisode par un peu d'histoire. Nous sommes au milieu des années 1990. Le terme « souveraineté alimentaire » surgit sur la scène internationale à travers la voix d'un mouvement paysan international et altermondialiste, Via Campesina. Pour cette organisation, défendre la souveraineté alimentaire, c'est d'abord défendre des droits. Et c'est dans ce contexte qu'émerge l'idée de disposer d'un outil juridique pour protéger la paysannerie familiale et les autres communautés rurales. Raffaele Morgantini, vous êtes chargé de plaidoyer au CETIM, un centre de recherche qui relie les luttes des mouvements sociaux aux instances internationales des droits humains. La souveraineté alimentaire est depuis toujours une de vos thématiques phares. Rappelez-nous le cadre des tensions de l'époque. Les premières discussions concernant cette thématique commencent dans les années 90. Du coup, c'est la crise de la dette dans les pays du Sud. Les institutions financières internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale imposent des programmes d'ajustement structurel dans la majorité des pays du Sud. Et ces programmes, justement, contribuent à des contre-réformes agraires très violentes et démantèle de facto tout soutien public à la paysannerie familiale, favorise la promotion des intérêts de l'agrobusiness, favorise ainsi l'accaparement des terres, la privatisation, la libéralisation des marchés agricoles et alimentaires. Et c'est le début aussi de la financiarisation de l'agriculture à travers la spéculation boursière et tout cela. Surtout, les pays du Sud sont contraints à supprimer toute aide étatique à l'agriculture paysanne. Et du coup, c'est face à ce contexte que la Via Campesina commence à discuter et finalement prend la décision stratégique d'investir l'ONU pour revendiquer la création d'un cadre juridique pouvant créer des droits spécifiques aux populations paysannes afin de pouvoir les brandir, les utiliser pour faire face à cette offensive de l'agrobusiness contre l'agriculture paysanne, contre les communautés paysannes, pour reprendre la maîtrise de leur travail, le contrôle des processus de production et de commercialisation de leurs produits que les paysans avaient perdu justement à cause de cette offensive.
Rome, lors du sommet mondial de l'alimentation, organisé en 1996 par la FAO, la Via Campesina impose alors un autre discours face à celui de la sécurité alimentaire. Notre deuxième invité, Mamadou Goïta, socio-économiste du développement, était présent. En quoi ce changement de terminologie a-t-il permis de changer les termes du débat ? Le mot sécurité alimentaire voulait tout simplement dire « mange et tais-toi ». Donc, puisque les critères qui étaient donnés ne permettaient pas de regarder d'où vient la nourriture qu'on voulait faire manger aux gens. Donc ça, c'est quelque chose qui a été déterminant. C'était de dire que les multinationales sont en train de récupérer le mot pour essayer d'imposer au reste du monde une manière de produire de l'alimentation, mais aussi une manière de faire circuler les produits alimentaires dans le monde. Donc ça a été le point de départ de ce concept qui a été débattu, mais qui n'a pas fait l'objet vraiment d'une validation institutionnelle par les acteurs présents à cette cérémonie. Il faudra attendre 2007 et de longues luttes portées par les organisations paysannes du Sud pour que la déclaration du Forum mondial de Nyéléni pose finalement les piliers de la souveraineté alimentaire. Organisée au Mali par la Via Campesina et le ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs d'Afrique de l'Ouest, cette rencontre, auquel tout le monde se réfère désormais, a marqué un tournant historique. Mamadou Goïta, qu'a changé Nyéléni sur la scène internationale ? Il y a un principe fondamental qui a été défini à Nyéléni. C'est de dire que la finalité de l'agriculture, c'est d'abord de nourrir les populations et la question liée à la création d'emplois, à autre chose, n'est pas exclue, mais que l'agriculture est orientée d'abord pour nourrir les populations. Deuxième élément, deuxième principe important, c'est une forme d'agriculture qui travaille avec l'environnement. Le respect des principes de durabilité, les questions de production qui sont basées sur les approches agroécologiques et autres constituent un principe. Donc, tout mode de production qui est en décalage par rapport à la protection de l'environnement et à son utilisation, donc cette biodiversité et son utilisation, ça pose un problème. Troisième élément important, c'est toute forme d'agriculture qui va à l'encontre des systèmes de dumping, donc sur le plan du commerce, parce que ça a été un élément de débat important. Quel type de commerce il faut promouvoir pour démontrer que la souveraineté alimentaire n'est pas du tout l'autarcie, que c'est une collaboration entre les différents acteurs. Cette collaboration doit se faire de façon équitable, dans le sens où on ne va pas faire un dumping sur des produits qui vont être exportés chez l'autre et complètement déstabiliser le mode de production. Donc ça a été un principe qui a été défini et à dessein pour justement donner des éléments d'analyse à tout ce qui parle du commerce international. Quatrième élément, principe important, c'est la question du contrôle des ressources. Donc les ressources doivent être contrôlées par ceux et celles qui produisent. Donc la question des semences, la question de la terre, la question, disons, de l'eau ou d'autres types de ressources associées, donc que ce soit le foncier, que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit les ressources de semences. Disons, la question de la souveraineté sémencière revient dans ces cas précis pour dire que ces différentes ressources doivent être contrôlées par les populations, par ceux et celles qui produisent. Sur le papier, ces principes semblent faire consensus. Qui serait contre le droit à bien se nourrir, à protéger ses semences ou à décider de son agriculture ? Et pourtant, sur la scène internationale, la bataille fait rage. Là encore, Via Campesina est en première ligne avec ses alliés pour faire aboutir l'UNDROP, déclaration adoptée à l'ONU en 2018, qui dote les communautés paysannes d'un outil international pour défendre leur autonomie, leurs ressources et leur place dans les systèmes alimentaires. Raffaele Morgantini, quels ont été les rapports de force derrière ce combat juridique et politique ? Avant tout, il faut rappeler que depuis le début, le processus a été caractérisé par une polarisation très forte, nord-sud, notamment parce que au niveau des pays du Nord, il y a eu un lobby important de la part de l'agrobusiness à l'encontre de ce processus, car l'agrobusiness voyait ce processus comme une menace à ses propres intérêts.
et une menace à ce processus de monopolisation continue et perpétuelle de l'agrobusiness et de son emprise sur les chaînes de production et valeur mondiales au niveau des systèmes alimentaires. Et du coup, voilà, depuis le début, tous les pays occidentaux en particulier, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, même la Suisse au début, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà, tous ces pays-là voyaient vraiment d'un mauvais œil le processus et la proposition d'élaborer cette déclaration, parce que justement c'était un processus qui allait à l'encontre des accords internationaux en matière de finances, de propriété intellectuelle, etc., non? Et aussi, ils voyaient le processus comme une entrave à la liberté économique des entreprises, etc. Il faut savoir que grâce au travail de plaidoyer porté par les organisations paysannes, on a quand même réussi à changer un peu la position de certains pays. Du coup, l'Union européenne, d'une position contraire, est passée à une position d'abstention au milieu de la négociation. Et la dernière année, on a pu convaincre Portugal et le Luxembourg à changer de position et à voter favorablement à l'adoption de la déclaration. Finalement adoptée, cette déclaration UNDROP, c'est donc la traduction juridique de la souveraineté alimentaire ? Au niveau international, absolument, oui. C'est le premier instrument juridique qui consacre la souveraineté alimentaire dans le droit international. C'est dans son article 15. Et du coup, c'est toute organisation qui lutte pour la souveraineté alimentaire, grâce à l'adoption de la déclaration, a un levier juridique très concret pour revendiquer le respect et la réalisation de la souveraineté alimentaire dans son propre pays. Et comment est-elle utilisée par les organisations paysannes ? On a des exemples, on a travaillé avec des organisations paysannes du Kenya. Et là, par exemple, il y a eu toute une lutte juridique de la Ligue des paysans kenyans, organisation membre de la Via Campesina, contre le retrait de l'interdiction des OGM au Kenya. Du coup, c'était en 2022, je pense, le gouvernement kenyan avait levé l'interdiction d'importer et de cultiver des OGM. C'était une loi qui était en vigueur depuis plusieurs années et l'organisation paysanne a réagi à cette politique contraire à la déclaration en intentant un procès contre cette décision. Et du coup, dans un premier temps, une cour nationale kenyane avait pris des mesures conservatoires et avait décidé que l'interdiction serait maintenue jusqu'à que l'affaire soit jugée par un tribunal. Et du coup, maintenant, dernièrement, finalement, ce processus a abouti et l'organisation kenyane a gagné le recours et a pu remettre en place cette interdiction d'utiliser, de vendre, de cultiver, d'importer des OGM. Du coup, là, c'est par exemple justement un exemple au Kenya où la déclaration est brandie comme outil dans le cadre d'un processus judiciaire, parce que l'organisation utilisait l'article 19 par rapport au droit aux semences afin de justifier pourquoi le gouvernement devait maintenir l'interdiction des OGM. Parce que justement, dans l'article 19, il y a une disposition qui donne le droit aux paysans de choisir leurs propres semences et de refuser aussi des semences industrielles, par exemple, leur étant imposées. Du coup, je profite aussi pour faire un appel à toute organisation qui lutte pour la souveraineté alimentaire de s'intéresser à ces déclarations, de lire ces dispositions, en particulier l'article 15 sur la souveraineté alimentaire, et de l'utiliser comme outil juridique de plaidoyer afin de faire respecter les principes et les principes même de la souveraineté alimentaire. Mamadou Goïta, est-ce que l'UNDROP a aussi permis de faire bouger les lignes du commerce international pour une meilleure prise en compte des principes de souveraineté alimentaire ?
malgré le fait qu'il y a la déclaration, le concept reste aujourd'hui toujours marginalisé dans les instruments internationaux. C'est un défi majeur. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de choses qui ne sont pas reconnues en tant que telles. Parce que quand la souveraineté alimentaire n'arrive pas à être validée dans les instruments internationaux de commerce qui prédominent aujourd'hui les débats, ça veut dire qu'il y a vraiment un très grand chemin à faire. Donc le combat, à mon avis, il a eu des succès en termes d'organisation des mouvements, mais il y a aujourd'hui énormément de frustration, des contraintes majeures, parce que tant que les documents de négociation internationale n'incluent pas ce concept tel qu'il a été accepté par les Nations Unies avec la déclaration, je crois qu'on n'a pas fait du chemin, parce que ça reste encore juridiquement problématique, institutionnellement dramatique, parce que les grandes institutions aujourd'hui, on parle d'agroécologie au niveau de la FAO ou d'autres structures, mais la souveraineté alimentaire qui est vraiment la dimension politique forte dans laquelle on doit s'engager reste encore marginalisée. Pierre Janin, vous êtes géographe et directeur de recherche de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement basé en France. Cela revient à encore analyser les différentes forces en présence ? Les transitions sont déjà à l'œuvre, mais elles sont à des stades d'avancement qui peuvent paraître parfois ridicules. Là, je viens de rentrer de mission dans le centre de la Côte d'Ivoire. On voit bien qu'on est dans un entre-deux entre la poursuite d'un modèle intensif, productionniste, agricole, porté par les agropoles, financé par la Banque mondiale, avec l'idée qu'il faut produire plus afin d'approvisionner les villes et de répondre à une demande croissante de la part d'une population urbaine en augmentation rapide. Mais pour autant, il faut que cette alimentation soit accessible à un prix abordable. Donc, évidemment, on est favorable à une production de masse et donc à tout ce qui pourrait, dans le kit technologique ou la manière de conduire cette production agricole, de favoriser une production qui va mobiliser des intrants externes, des engrais, des semences améliorées, quels que soient les risques économiques pour les petits producteurs. Et donc, la difficulté, c'est ce glissement d'un modèle filière entrepreneurial intensif à un modèle agroécologique d'action collective et finalement multifonctionnel sur les territoires. Et on voit bien que, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Au-delà des incitations, l'effort économique, financier et politique n'est pas porté sur les coopératives et ce modèle de construction et de mise en œuvre de l'agroécologie à l'échelle des territoires. Mais alors, la souveraineté alimentaire, au-delà du concept, est-elle possible et réalisable sur le terrain ? Alors, de mon point de vue, ce qui manque dans cette trajectoire ou cette généalogie de la souveraineté agricole et alimentaire, d'abord, c'est qu'on parle souvent de souveraineté alimentaire et pas de souveraineté agricole, alors que les deux sont liés et ne peuvent pas être dissociés. Ce qui me semble manquer comme géographe et sensible à ces éléments, c'est tout ce qui concernerait les échelles de la souveraineté. Ce qui fait que finalement, cette souveraineté n'est pas déclinée en fonction des échelles territoriales, les échelles de décision, et on ne prend pas du tout en compte les discordances, les confrontations, les oppositions et la nécessité à aligner les échelles de décision. Parce qu'on pourrait avoir une souveraineté à l'échelle locale, mais qui ne soit pas concrétisée à l'échelle nationale, et au contraire, qui soit niée et qui soit quasi impossible à l'échelle sous-régionale ou à l'échelle internationale. Ce ne serait pas justement une piste d'envisager une souveraineté alimentaire sous-régionale ? Je crois que la question des échelles, c'est une question qui est un petit peu taboue parce que c'est rentré dans la complexité de la gouvernance politique et des prises de décision. Et on y est, on le voit bien avec les deux dernières crises systémiques, on voit bien ces incohérences, ces confrontations et ces blocages. Et c'est vraiment un point dur sur lequel, à mon avis, les politiques butent. Parce que c'est rendre compte et raconter les difficultés et accéder à ces difficultés en termes de concrétisation de la souveraineté ou de politique ou de construction des transitions durables. C'est dire aux consommateurs, aux consommateurs et à tous les acteurs de terrain et aux citoyens que nous sommes que le temps ça sera difficile et ça sera long à porter. Donc, à mon avis, c'est un discours de la complexité et de l'exigence qui finalement, pour l'instant, n'arrive pas à être incarné. Il y a trop de dimensions à intégrer. Mamadou Goïta, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ? Y a-t-il malgré tout des leviers possibles ?
Quand on voit aujourd'hui que le marché mondial, qui a moins de 30% de l'alimentation du monde, tout le reste circule dans des marchés territoriaux, des marchés qui sont des marchés de proximité, et qu'on n'en parle même pas dans les différentes négociations internationales, et même pour l'Afrique, l'accord de libre-échange que les gens sont en train de mettre en place, on ne parle même pas de ce type de marché où circule plus de 70% de notre alimentation, et qu'on veut aller sur 4 produits. Le produit au niveau international, c'est le blé, c'est le riz, c'est le maïs, ce sont les oléagineux et le lait qui circulent au niveau international. Notre igname, notre manioc, notre riz et notre mil, notre sorgho et autres ne sont pas dans ces marchés-là. Mais pourtant, ça a une influence. Donc, cette mondialisation des problèmes aujourd'hui doit cesser. C'est pour ça que la question de la territorialité des systèmes alimentaires doit être un enjeu fondamental. C'est un débat d'actualité. Et donc aussi la prise en compte des approches agroécologiques, donc de façon globale, qui ne parle pas seulement de dire produisons bio, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Mais comment l'accès aux ressources productives, la question de la transformation des produits, la question de la commercialisation, la question du recyclage des produits, des déchets et tout ce qui est lié aujourd'hui à la question environnementale et la question de la nutrition sont associés en même temps dans un modèle qui ne peut être que la valorisation de la souveraineté alimentaire, qui est de décider de ce que nous mangeons et de lier l'alimentation aussi à la culture et à notre propre pratique qui est liée aussi à l'organisation sociale que nous avons. L'avenir de la souveraineté alimentaire passerait donc par la relocalisation des systèmes alimentaires. Un modèle encore marginalisé à l'échelle internationale, mais qui, dans le contexte actuel, pourrait bien gagner du terrain. Pierre Janin, en quoi le désengagement des grandes agences d'aide au développement, comme USAID ou l'AFD, oblige les États à revoir leurs priorités et donc leur politique agricole? Ce phénomène de repli ou de fragmentation géopolitique à l'échelle internationale, de repli sur certaines aires économiques ou étatiques auxquelles l'Amérique semble vouloir se consacrer à l'heure actuelle, c'est un phénomène qui peut avoir quelques vertus, en effet, parce qu'elle nous incite à fonctionner à partir des ressources intellectuelles, des ressources économiques, des ressources politiques, et de faire le point sur, finalement, quel type de modèle agricole ou quel type de société agricole ou de production on souhaite privilégier pour les populations dans un contexte particulier. C'est vrai aussi bien pour l'Europe que pour l'Afrique subsaharienne. Moi, j'y vois un élément intéressant, finalement, de reprise en main des futurs agricoles avec une dimension politique et la possibilité pour des citoyens, des ONG, des mobilisations locales de faire valoir faire entendre leur voix et leur positionnement avec une capacité d'écoute et d'intérêt de la part des gouvernants politiques qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Et donc, de ce point de vue, ils se sont ressaisis de cette question de la souveraineté pour en faire un argumentaire mobilisateur pour certaines campagnes politiques ou pour mobiliser les sociétés locales. Mais il faudra du temps et on voit bien que en fonction de chaque contexte aura une trajectoire différenciée, des temporalités différentes. Il faut construire ces actions et ces politiques territoriales en fonction des contextes. Et elles seront très différentes. On ne peut pas avoir un modèle de mise en œuvre de l'agroécologie ou de la construction de ces transitions et on appelait à une souveraineté agricole et alimentaire qui soit identique d'un pays à l'autre, y compris à l'intérieur d'un territoire. Vous parlez du temps qu'il faut pour que les changements aient lieu. Il faudra combien de temps pour pouvoir changer les systèmes ? La dimension temporelle est pour moi la grande perdante et la grande oubliée de ces narratifs autour de la souveraineté, comme si la souveraineté pouvait se décréter, se construire de manière immédiate, sans lutte et sans résistance, avec parfois des retours en arrière, des avancées certes, mais des difficultés importantes. Donc je dirais que finalement, on arrive à un point essentiel, c'est la question de la gouvernance à la fois de la sécurité alimentaire en opposition à la gouvernance de la souveraineté. Et je crois que le temps de la gouvernance, c'est le temps d'aujourd'hui. Marier à la fois construire de nouveaux imaginaires, fortifier des coalitions, prendre en compte cette complexité des échelles de décision et de concrétisation des transformations qui s'imposent à nous parce que nous n'aurons pas le choix.
et avec l'idée que finalement il faudra plus de temps qu'on veut bien le croire, alors même qu'il y a des urgences à construire ces transitions et à construire de la souveraineté. Merci à nos 3 invités, Raffaele Morgantini, Mamadou Goïta et Pierre Janin, pour cette plongée dans l'historique de ce concept qui parle de lutte des mouvements paysans à l'échelle internationale. Un rendez-vous clé vient justement raviver ce débat. Le 3e Forum mondial de Nyéléni pour la souveraineté alimentaire qui a eu lieu en septembre 2025 au Sri Lanka. Ne ratez pas notre prochain épisode pour tout savoir de ce moment crucial qui a posé les jalons d'une transformation systémique sur le chemin de la souveraineté alimentaire. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et nous voilà que Godot. Ce podcast a été réalisé par Interréseau en partenariat avec Inades Formation et avec le soutien de l'Agence française de développement. Musique originale de l'artiste togolais Winabé et son titre Mokpokpo. Création sonore Julio Arcalafanti. Retrouvez-nous sur www.inter-réseau.org pour écouter notre série complète et n'hésitez pas à nous écrire pour poursuivre la réflexion.